Bonjour à tous. Nous sommes maintenant rendus en ligne. Je vais juste préparer ma page pour que ça aille mieux. Ça fait que si vous me voyez bien, m'entendez bien, juste m'écrire un petit mot. Oui, je te vois, Ghislain. Et si vous aimez mes vidéos en passant, là, cliquez sur le petit cœur, le j'aime. On travaille fort chez MoFacil pour vous produire du nouveau contenu à chaque matin pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne durant la crise. Fait que ne manquez pas ça si vous avez de l'intérêt avec moi. Avec ImoFacil, on est là pour vous. Fait qu'il y a Caroline qui me dit oui, on t'entend bien. Excellent, un gros merci. Fait qu'en attendant que les gens entrent, je voulais vous parler un peu du premier ministre du Canada qui a annoncé avec le PCU qu'il y avait 900 000 Canadiens qui n'avaient pas accès au PCU pour X raisons qu'ils ont mis à l'intérieur. Il y a des gens qui travaillaient, qui continuaient à travailler avec qu'est-ce qu'on appelle du temps partiel. Fait que là, ça leur nuisait pour obtenir le PCU. Et là, hier, il y a eu de l'ouverture. Fait que ça devrait nous aider, nous, pour nos locataires qui continuent à travailler à temps partiel pour être capables de fonctionner avec eux autres puis d'avoir nos loyers qui rentrent aussi. Fait qu'on me dit que le son est bon. Merci Maxime, merci Jeff, merci Val. Et bon matin Val en passant. Fait que aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de financement. Ça fait maintenant 2 semaines que je fais à chaque matin, 8 heures, je fais une mise à jour du marché avec l'immobilier. Et un matin, on parle de financement avec Jean-Luc Dion. Salut Jean-Luc, ça va bien? Ben oui, toi, Ghislain? Ben oui, ça va très bien. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, ça c'est mon beau son qui sort, là. C'est encore possible de se financer? Est-ce que c'est encore possible de se financer avec ce qu'on vit présentement? Est-ce qu'il y a des techniques qui sont mieux que d'autres? On devrait s'attendre. Fait que dans la prochaine demi-heure, on va répondre à ça. Je laisse encore la chance aux gens d'entrer. ImoFacil, n'oubliez pas, demain soir, on a une formation sur est-ce un bon deal? Comment calculer le multilogement? Et c'est une formation virtuelle à 19 heures. On est avec vous. On a une nouvelle formation qu'on lance la semaine prochaine, le 14 avril. Comment on fait pour optimiser ces immeubles? Comment on fait pour se sauver du COVID-19 avec qu'est-ce qu'on vit présentement? Fait que je vais vous donner plein de techniques, autant avec les banques, les marges de crédit, les locataires, qu'est-ce qu'on fait pour les taxes municipales, qu'est-ce qu'on fait avec le COVID, si on a des rénovations à faire, comment on fait pour se financer. Avec une formation de 3 heures que vous allez avoir pour 97 $. C'est le 14 avril à 19 heures. Je vais mettre le lien dans le post ici pour vous inscrire. Et on décolle le 15 avril une cohorte de coaching double qui est une journée par mois et celle-ci va décoller en virtuel. Fait que si vous êtes à la maison, c'est le temps, vous voulez apprendre l'immobilier. Beaucoup de gens ont passé à travers nos cohortes de coaching. On appelle ça coaching double parce qu'il y a une partie théorique et une partie pratique. Mercredi, j'ai Kevin Ellison qui est avec moi. On jase locataire. Il gère présentement 350 logements. On va regarder l'impact que ça a eu le COVID sur sa vie et aussi sur la vie des locataires au complet. Et vendredi, on parle avec Luc Audet. Est-ce que le locataire peut dire « je ne paye pas mon loyer parce que la pandémie, c'est une force majeure ». Est-ce que c'est réellement une force majeure? On va aller tout du côté légal de la pandémie. Est-ce qu'on peut avoir un locataire commercial qui nous donne ça comme raison? Et on va aller plus en détail là-dedans. Et samedi, côté déménagement, ça va être quoi le bordel qui s'en vient le 1er juillet? On jase avec un déménageur samedi matin plutôt que vendredi. Fait que Jean-Luc, on est très actif dans les investisseurs, dans le marché présentement. Mais toi, de ton côté, es-tu actif? Tu es passif? Là, je vois que tu as l'air d'être à ton chalet. Tu as l'air à faire la belle vie. Travailles-tu encore? Ah, mon Dieu, tu sais bien, Ghislain, on travaille tout le temps, nous autres, les immopreneurs, puis encore plus dans le financement. Oui, je me suis isolé ici dernièrement à mon chalet suite au confinement. Demandé ici, en tout cas, je pense pas qu'on ait de cas là, à Saint-Michel-des-Saints présentement.
Donc, mais c'est un autre beat de vie. Hein. On n'est pas habitué à ça du tout, là, comme beat de vie, de passer du temps, oui, aller prendre une marche quotidienne, mais de rester 24 heures sur 24 à l'intérieur, c'est particulier. C'est particulier, c'est vraiment un autre mode de vie. Mais non, très actif. J'aime. Dans chaque problème, il y a une opportunité. Et dans l'opportunité du COVID, ben, ça nous permet de rattraper un paquet de choses qu'on était en retard, que ce soit comme investisseur ou que ce soit aussi au niveau du financement. On avait plusieurs stratégies. Du côté investissement, on est en train de consolider, on est en train de gérer la crise, ça va quand même bien. Du côté financement, ça roule encore pas mal. Okay? Je te dirais qu'il y a pas mal d'activités. Il y a un petit relâchement au niveau du financement, mais ce n'est pas la même facilité, je te dirais, présentement, durant la crise, qu'on avait juste avant la crise. Il y a des difficultés supplémentaires qu'on a présentement là, au niveau de la crise. Est-ce que les banques ont arrêté de faire du financement? Es-tu capable de nous en parler un peu? Je te dirais que les banques n'ont pas arrêté de faire de financement ou de refinancement. Ce qui est arrivé, c'est que, mettons, il y a deux modes. Mettons, si on prend du financement multirésidentiel, mettons, on prend juste multirésidentiel, on sait qu'on peut aller un côté assuré avec la SCHL ou on peut aller conventionnel. Du côté de la SCHL, c'est un prêt qui est assuré par le gouvernement. Donc, c'est des valeurs sûres pour les banques, pour les prêteurs. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La plupart des banques vont y aller, ils sont garantis. Il n'y a pas vraiment de niveau de risque. D'accord. Si on passe du niveau conventionnel présentement, parce que là, les banques ont le fardeau qui n'ont pas le seul, l'emprunteur qui emprunte, dans le fond, c'est sa garantie et la garantie immobilière. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens peuvent être à problème, soit que les loyers ne payent pas. Donc, autrement dit, les risques viennent d'augmenter énormément pour les prêteurs. Donc, je te dirais qu'à peu près quasiment 50 des prêteurs conventionnels présentement ne prennent plus de nouveaux clients. On parle de financement. Mais quand tu parles de nouveaux... logement, on ne parle pas de résidence, de maison. Là, mais quand tu parles de nouveaux clients, c'est que, par exemple, moi, j'étais avec la Banque nationale, puis je travaille déjà avec eux autres, mais je n'ai pas de prêt demandé. Est-ce que c'est des prêts qui ont été demandés avant la COVID ou si c'est juste être un client de la Banque nationale, je peux entrer avec la Banque nationale? Aucun problème. Donc, les clients actuels sont supportés. Fait que si tu veux refinancer tes immeubles avec la Banque nationale, il n'y a aucun problème. Mais si Pierre-Jean-Jacques est client, mettons, chez TD, il veut s'en venir à la Banque nationale en conventionnel, ce n'est pas possible pour l'instant. OK. Fait qu'il y a certaines limitations qu'il faut faire. Fait qu'autrement dit, c'est d'aller travailler avec la banque que tu es habitué. Ben, c'est ça. Mais si tu es un nouvel investisseur, tu n'as peut-être pas de banque. OK. Fait que là, on fait quoi? Ah, ben, c'est ça, on fait quoi? Bon, bien sûr, idéalement, c'est de vérifier avec un courtier hypothécaire. Parce que courtier hypothécaire, tu peux avoir effectivement tout ce qui est les prêteurs qu'on est habitué au coin de rue, les prêteurs conventionnels ou les caisses des jardins. Mais là, sachant qu'il y en a qui ne veulent pas, mais là, on peut accéder à d'autres prêteurs, comme les prêteurs virtuels, qui peuvent aussi nous aider pour être capable d'aller chercher du financement, qui, certains vont être plus agressifs, même en temps de crise. Plus agressifs? Pourquoi ils seraient plus agressifs? Autrement dit, c'est des prêteurs, mettons, qui vont avoir un petit peu plus de latitude, je te dirais, au niveau des vérifications. Tu sais, une vérification bancaire, il y a une vérification stricte qui est faite. Si tu prends une vérification SCHL, la vérification est encore plus stricte. Un prêteur conventionnel, certains prêteurs conventionnels, vont avoir un petit peu moins de critères, mais vont avoir un taux d'intérêt un peu plus élevé. OK. Gouvernement. Donc, c'est des valeurs sûres. Tu viens de m'entendre? Oui, c'est moi qui fais jouer. Fait que c'est des valeurs sûres pour être capable d'avancer plus rapidement. Est-ce que quand on prépare un dossier à la banque, est-ce qu'il y a une différence entre avant le COVID puis présentement? Est-ce qu'ils font plus de vérifications pour s'assurer qu'il y a réellement des locataires dans l'immeuble? Bon, je te dirais certaines vérifications, mettons, je te prends certains produits, mettons, du petit parc, du 1 à 4 logements, où c'est des produits résidentiels. Vois-tu, j'ai eu des vérifications cette semaine qui ont été faites. On m'a demandé, tu sais, 1 à 4 logements, souvent, le salaire de l'emprunteur est important, alors que dans le 5 et plus, c'est bon. Dans le 1 à 4 logements, je me suis posé comme question, est-ce que l'emprunteur a toujours son emploi ou s'est fait mise à pied temporaire avec le COVID? Oui. Oui. Okay. Donc, il y a des vérifications supplémentaires qui sont faites à ce niveau-là. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Dans le 5 et plus, si on parle de multilogement, bien sûr, on va vérifier la capacité de réinjection de la personne, qui va être un impact encore plus fort présentement parce que si les locataires ne payent pas,
qui c'est qui peut injecter, même s'il y a des congés de paiement en capital, ou il y a un petit peu plus de restrictions. Et dans le semi-commercial, donc surtout qu'il y a un commerce à l'intérieur, va avoir des vérifications supplémentaires. Est-ce que le commerce est ouvert ou fermé? Par exemple, un restaurant. Donc, mettons que j'ai un triplex à Montréal, puis le rez-de-chaussée, c'est un restaurant, mais on sait que les restaurants sont tous présentement fermés. Donc, les questions que les banques nous disent, si tu veux que ça passe, j'espère qu'ils font du take-out, autrement dit. Ils offrent-tu un service de take-out? Parce que si le restaurant, c'est un beau restaurant chic, qui est fermé pendant la crise, ça risque d'être beaucoup plus difficile d'avoir le financement. Puis, est-ce que c'est juste un restaurant ou il y a plein d'autres choses aussi qui vont faire un impact sur le financement? Par exemple, comme tu sais, j'ai un centre d'achat, j'ai un nettoyeur qui est fermé, j'ai un cordonnier qui est fermé, j'ai le gars qui fait de l'impression qui est fermé. Est-ce qu'ils vont aller vérifier ces types de restaurants-là, ces types de commerce-là, ou ça va être principalement les restaurants qui vont s'attaquer? Ils vont tous vérifier les commerces. Ils vont vérifier effectivement tout ce qui est activité non essentielle, dans le fond, vont valider ça. Ils le savent par les bouts. Il y a des vérifications supplémentaires qui ne sont pas faites habituellement quand on n'est pas en crise. Okay. Carl me pose une question. Est-ce que les banques / caisses ont déjà modifié leur taux pour pertes et mauvaises créances dans le conventionnel? Bon, ça, j'aime ça les expliquer, les taux, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une différence. Les taux SCHL sont restés relativement bas. Pourquoi? Parce que j'expliquais tantôt, la banque a beaucoup moins de risques, est assurée de se faire rembourser, fait que les taux sont bas. Donc, par contre, dans les taux conventionnels, il y a un différentiel supplémentaire qui a augmenté effectivement à cause de la prime de risque, étant donné qu'on a plus d'emprunteurs à risque, on a besoin de liquidité. Donc, effectivement, les taux sont plus élevés au niveau du conventionnel. Là, tu parles du taux de qualification, tu parles du taux d'intérêt? Du taux d'intérêt. OK, parfait, excellent. Puis lui, d'après moi, qu'est-ce que Carl parlait, c'était peut-être le pourcentage pour mauvaise créance et mauvaise dette. Fait que, mettons, il est à 3 5 Oui, OK, effectivement. Est-ce qu'il a été augmenté ou on ne le sait pas? Pour l'instant, mettons, si tu prends un dossier SCHL, c'est toujours la même affaire, mais pour un taux, je n'ai pas eu de cas spécifique où je me suis fait corriger présentement le taux de vacances ou mauvaise créance. Parce que, tu sais, je pense que tout le monde le sait qu'on est dans une situation temporaire, tu sais, présentement, tu sais, que théoriquement, ça devrait revenir à la vie normale. Mais les banques le savent, puis on l'entend le dire, on ne pourra pas sauver tout le monde. T'sais. Non. C'est sûr qu'il y a plus de vérifications qu'on fait. Tu sais, ça fait, mettons, nous autres, on vérifie toujours, mettons, dans un commercial, les 3 années d'état financier. Si on voit que la personne, l'emprunteur, a de la difficulté, c'est sûr qu'on va se faire dire non, les banques ne voudront pas le faire. C'est pas comme quelqu'un qui a 100 000 dans son compte de banque demain matin dans son compte commercial. D'accord. Parfait. Dans le fond, là, ce qui se fait, là, il se fait vraiment une présélection, je te dirais vraiment un cherry picking au niveau des dossiers présentement. Ils vont chercher les dossiers qui sont forts, les dossiers à fort potentiel, un bon volume, c'est ça qui va être choisi. OK. On a Caroline qui donne une remarque. On m'a demandé 3 mois de loyer de mes locataires avec preuve de dépôt dans mon compte. Fait qu'ils voulaient avoir... ils ont demandé des preuves de dépôt. Pour un commercial ou pour un résidentiel? Ça ne le dit pas du tout. Mario, est-ce que je peux faire une demande hypothécaire pour ma maison personnelle, même si je suis temporairement mise à pied, ou s'ils vont automatiquement me refuser? Ça va être analysé. C'est sûr que ce n'est pas ma spécialité, le courtage résidentiel. Théoriquement, dans ce monde-là, je sais, pour avoir des collègues, il y a moins de ralentissement. Donc, c'est plus facile d'y aller en résidence parce qu'encore là, il y a du chômage, il y a de l'offre offerte par le gouvernement pour la situation temporaire. Théoriquement, en tout cas, il se fait encore beaucoup de prêts résidentiels, même ceux présentement qui sont en arrêt temporaire. D'accord. En passant, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, à chaque matin, je suis avec vous, avec quelqu'un pour jaser immobilier, coronavirus. Si vous aimez, qu'est-ce qu'on fait chez Mots Facile, cliquez sur j'aime. On veut juste avoir des gens qui interagissent avec nous. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de questions. Je ne sais pas ce qui se passe, Jean-Luc. Pour moi, tout le monde connaît le financement. Il n'y a presque pas de questions qui rentrent. Non, les gens dorment plus tard le matin. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Fait, cliquez sur j'aime si vous aimez qu'est-ce qu'on fait pour vous. Ils vont nous réécouter plus tard dans la journée. Oui, c'est ça qui va arriver. On a parlé pour le prêt commercial. Fait que tu as dit que c'était
est-ce que tu l'as dit ou tu l'as insinué que c'était presque impossible d'aller chercher présentement? Non, je ne veux pas dire presque impossible parce que ça serait mal parlé. C'est plus difficile. Autrement dit, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'il y a à peu près un 50% des prêteurs conventionnels qui ne prennent pas de nouveaux prêts, c'est qu'il n'y a pas autant de compétition sur le marché. Parce que là, quand on prend un dossier, on le soumet, on le fait, on le monte, puis on l'envoie à tous les prêteurs. Puis là, on les met en compétition entre eux. Oui. Mais là, es-tu d'accord que si, mettons, il y avait 8 compétiteurs ou 10 compétiteurs, puis là, on se retrouve avec 2, ben, la tarification est beaucoup plus chère. Donc, beaucoup, et l'offre est moins alléchante pour le client. Donc, si un client n'est pas pressé présentement dans son commercial, je te dirais, d'acheter ou de refinancer, c'est sûr que l'après-crise tu vas avoir des meilleures offres habituellement suite à la crise commerciale. OK. On a Amine qui nous pose une question. Pourquoi le taux fixe de banque ne baisse pas, mais augmente? Devrions-nous espérer une baisse prochaine? Fait qu'on ça va avec les obligations. Oui, c'est ça. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est quand la banque abaisse son taux de directeur, tout ce que ça contrôle, ce sont les prêts à marge hypothécaire à taux variable et tout ce qui est taux de marge de crédit. Okay? Donc, ça n'a pas de lien avec les taux fixes. Les taux fixes, je vous l'expliquais tantôt, c'est une autre façon, ça fonctionne avec le coût des fonds des emprunteurs, avec les obligations hypothécaires. Donc, ça suit le marché. Donc, effectivement, il va y avoir une différentielle et dépendamment de la prime de risque, ben, il peut y avoir une différence. C'est sûr que présentement, ça vaut la peine de le vérifier. Vérifier comme il faut les taux variables avec votre prêteur. Okay? Donc, souvent, les taux variables, même au commercial, peuvent être plus avantageux que les taux fixes. On a Daniel qui pose une question. Avez-vous de l'information? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle parle. Avez-vous de l'information comment on peut aller chercher l'argent qui a été remis au MRC? S'il y en a qui savent c'est quoi, juste me le donner. Je n'ai aucune espèce d'idée de quoi Daniel parle. Je ne sais pas si tu en as eu des nouvelles. C'est sûr que ça n'a sûrement pas de lien, à moins que ce soit des subventions pour les entreprises, j'imagine, mais... Je ne sais pas c'est quoi. Mathieu, êtes-vous au courant de la situation avec les banques virtuelles, People Trust, First National, MCAP? Ils disent être fermés pour le marché encore quelques semaines. Bon, dans le fond, ce que les prêteurs virtuels, ceux-ci font présentement, sont en pause. Okay? Donc, effectivement, c'est que durant la crise, et ça fait déjà 2 semaines qu'on a eu, dans le fond, on s'est fait dire que pendant 60 jours à peu près, là, présentement, il n'y aura pas de nouveaux dossiers qui sont possibles. Donc, mais c'est une pause. Ils n'ont pas arrêté. Okay? Fait que théoriquement, juste de soumettre un dossier à la SCHL, ça prend encore entre 1 et 2 mois, des fois un peu plus. Okay? Fait que théoriquement, ça vaut la peine de faire son dossier. Pendant qu'il est en traitement à la SCHL, va pouvoir. Si on ne peut pas avoir un prêt avec un des virtuels, on peut se rabattre vers un prêteur conventionnel. D'accord. On a une question qui est arrivée ici qui demande est-ce que je devrais, mon hypothèque se termine au mois de novembre. Est-ce que je devrais refinancer tout de suite il y a eu 2 questions. Une, c'était pour ses immeubles à revenus, puis l'autre personne, c'était pour sa maison personnelle. Dans les 2 cas, moi, ce que je dis à beaucoup de gens présentement, c'est de vérifier avec votre prêteur actuel c'est quoi la pénalité hypothécaire de faire le changement. Des fois, ça vaut la peine, des fois, non. Donc, c'est important qu'il vous calcule la pénalité versus l'économie d'intérêt généré. OK, parfait. Merci beaucoup les gens qui ont répondu pour la MRC. On a Michael, on a Daniel qui dit que le gouvernement a transféré 150 millions au MRC. Michael qui nous dit c'est un MRC, c'est un prêt jusqu'à concurrence de 50 000. Il faut appeler à sa MRC pour avoir plus d'informations. Tu vois, je ne savais pas. Mais merci beaucoup. Non, je ne connaissais pas non plus. Et John Smith qui dit moi, ça finit les 2 dans 1 mois. Ben, je pense que c'est le temps là, de refinancer. C'est sûr. Habituellement, 3 mois avant le renouvellement, vous pouvez déjà commencer à renouveler votre hypothèque. Excellent. On a Daniel Lavigne qui demande est-ce le temps de rouler 4 hypothèques de petits, là, un petit peu, ça avance assez vite, hein, de petits immeubles, mettre dans une compagnie dont 3 terminent en 2021 pour refinancer le tout? Il faudrait l'analyser. Tout projet comme ça, vite question comme ça, il faut l'analyser. Il faut voir, autrement dit, c'est quoi les prêts actuels, c'est quoi les taux
Donc, et de regarder la solution globale. Ça, théoriquement, un bon courtier hypothécaire peut te faire ce genre d'analyse-là. OK. Le point qu'il faut regarder, Daniel, là-dessus aussi, c'est que toi, tu veux rouler ça de personnel à incorporé. Fait que là, il y a un aspect légal aussi là-dedans qu'il faut que tu regardes. C'est pas juste l'aspect financement, mais il y a un aspect légal. Comment ça va te coûter pour rouler ça? Et c'est quoi qu'il y a dans les. Est-ce que tu restes. Je pense qu'il faut que tu restes propriétaire à 90% pour faire un roulement sans impact fiscal. Fait que, ouais, le fiscal est important aussi le là-dedans. fiscal est très important. Ça fait que peut-être appeler un fiscaliste avant de dire que tu fais le move. Après ça, appeler le courtier hypothécaire. On a Priscilla qui demande bonjour, à quel moment doit-on payer les frais SCHL? Est-ce qu'on commence à monter dès qu'on commence à monter le dossier? Fait qu'elle demande, c'est quand qu'on doit payer. Le frais de souscription de SCHL qu'on appelle à 150 de la porte doit être payable, immédiatement quand on soumet le dossier. Parfait. Valérie qui demande est-ce que mon taux variable n'a pas changé depuis le 4 mars? Est-ce normal malgré la baisse du taux directeur? Certaines banques ont été plus lentes que d'autres à réagir face à ça. Fait que c'est pas automatique quand la banque du directeur baisse son taux variable que les banques suivent la journée d'après. Exact. Certaines ont attendu jusqu'à un mois. Je pense que j'ai entendu que ça se faisait pas mal au début avril, là, la plupart. Patrick qui demande une bonne question. Elle revient à tous les matins, celle-là, Jean-Luc. C'est une excellente question. Est-ce que c'est une bonne idée de reporter son hypothèque, de ne pas faire ses paiements d'hypothèque pour 3 mois, capital et intérêt, même si les locataires me payent? J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Moi, je ne l'ai pas fait. Comme investisseur immobilier, je ne l'ai pas fait. OK? Parce que je me dis, si tout le monde fait ça, les banques ne pourront pas le faire pour tout le monde. Donc, étant donné qu'on est en situation de crise, je pense qu'on a un devoir communautaire pour tout le monde. Tu sais, c'est comme toutes les subventions, puis tout ça, je ne pense pas qu'on peut profiter de tout ça. Je pense qu'on a un devoir de solidarité à faire envers tout le monde. Fait que, personnellement, si je ne manque pas de liquidité, personnellement, là, c'est le côté investisseur qui parle, de liquidité, je ne le fais pas. Okay? Personnellement, c'est mon avis. Je pense que le besoin est là pour ceux qui étaient déjà à côté ici, puis qu'ils ont un immeuble à problème, qui viennent d'acheter. Je pense que ce besoin-là est pour ça. Donc, de mon côté, c'est la même affaire. Tous mes immeubles que les locataires ont payés, je n'ai rien reporté, mais j'ai un centre d'achat qui s'est vidé au complet. Dans ce cas-là, je l'ai reporté les paiements. Moi aussi, c'est dans ce cas-là où je le ferai aussi. C'est ça, exactement. On a une demande. As-tu une idée des taux d'intérêt présentement variables et fixes sur le marché? Ah, mon Dieu, ça dépend du produit, ça dépend de la grosseur du prêt, ça dépend de tellement d'affaires. Tu sais, je peux te dire une fourchette entre ça et ça. Mais je peux te donner les taux SCHL. Les taux SCHL, là, je pense qu'on les a publiés hier sur nos sites. Écoute, entre 1 million et 2 millions, on est à 1,82 présentement. Donc, on peut descendre quasiment jusqu'à 1,71 sur un 5 ans. C'est du gros prêt, là, mais quand même, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. Tu sais. OK. On a une question de Pascal et il manque un peu d'infos dans sa question. J'ai acheté en juillet. Quand je peux refinancer pour profiter des taux d'intérêt? Bien, tout dépend de son terme. Tu peux toujours refinancer maintenant. Puis là, encore là, c'est-tu un prêt SCHL ou pas SCHL? Il faut qu'il vérifie avec sa banque c'est quoi sa pénalité hypothécaire s'il veut refinancer. D'accord. On a Carl qui demande c'est quoi les avantages, désavantages des banques virtuelles versus les banques, nos 7 banques à charte? Bon, ça va dépendre encore là des prêteurs virtuels. Il y en a des différents dans tout. Ouais. Mettons qu'on prend un dossier SCHL, ben, mettons un prêteur conventionnel va charger des frais de dossier, okay, entre 0,25 et 0,5 du prêt. Va charger aussi des frais de renouvellement annuel. Okay, donc, pour vérifier tes états financiers, va charger 200, 300, 500 $, dépendamment du prêt, qui va te vérifier. Banque virtuelle ne charge pas ça. La plupart qui font la SCHL, pas de frais de dossier, pas de frais de renouvellement. Par contre, pénalité hypothécaire du côté d'un conventionnel va être souvent moins douloureuse, dépendamment où est-ce que tu es rendu dans ton terme, qu'un prêteur virtuel. Prêteur virtuel, ce sont des prêts, je ne vais pas tout expliquer, là, mais des prêts titrisés qui ont promis aux investisseurs un rendement. Fait que les intérêts qui sont calculés sur ton 5 ans
sont payables au complet. Fait que si tu décides après 3 ans d'arrêter ton prêt ou de refinancer, tu dois payer le 2 ans suivant d'intérêt. Ça peut durer majeurement, tu sais, ça peut être les différences qu'on peut avoir. Là. Mettons, on parle de frais ou d'avantages. Pour le reste, tout se fait pas mal de la même façon. Une question présentement, est-ce que pour un refinancement hypothécaire, est-ce que la banque peut prendre en charge les frais de notaire? Pour une maison résidentielle ou du 1 à 4 logements, souvent, on est capable de faire payer ça par le prêteur direct. Pour le 5 logements et plus, non. Amine qui me dit « Mon taux variable a baissé à 1,4 ». Fait que c'est très bon. Ça se peut dans une maison résidentielle. Je l'ai entendu, effectivement, des taux variables. Moi, je ne l'ai pas plus que ça. Demande-lui c'est avec quelle banque, peut-être, pour le besoin des autres. Oui, c'est ça, Amine. Donne-nous donc la banque, s'il te plaît, si tu es à l'écoute. Ouais. Oui, tu es à l'écoute parce que tu es là. Excuse-moi. De même, si tu prends un break hypothécaire et que tu n'en as pas besoin dans l'avenir, quand tu voudrais acheter pour agrandir ton parc immobilier, tu seras pénalisé avec un gros X disant que le client n'est pas capable de supporter une crise financière de 1 mois. Est-ce vrai ou faux? Il n'est pas supposé d'avoir d'impact. Ça, c'est ton bureau de crédit. Ouais, il n'est pas supposé d'avoir d'impact sur le bureau de crédit. Pour ça, c'est ce que j'ai entendu, moi aussi. Je n'ai pas tous les détails dans la finesse. Tu sais, c'est tout du nouveau là, qui se crée. Là. À chaque jour, on a du nouveau, mais je ne penserais pas. Parfait. On a Jean-Luc qui demande 150 la porte avec SCHL. A-t-il un maximum à payer ou toujours le nombre de portes multiplié par 150 $? Ben, dans le fond, c'est toujours 150 $ la porte. Quand tu feras comme Ghislain puis tu achèteras un 257 logements, mais à partir de 100 logements, c'est 100 $ la porte. Okay, c'est bon. Kevin qui dit Desjardins, taux variable 1,55 de ce temps-ci. Gabriel qui dit les taux Desjardins variables ont monté. Et Amine qui dit Desjardins, j'ai baissé à 1,55. Et une autre personne, fait que Teddy, je suis à 1,5. Michael, résidentiel, qui demande à Kevin est-ce que c'est résidentiel? Ouais, Toi, dans ton, résidentiel. Ça doit être résidentiel, hein? Ça doit pas être du multilogement. Priscilla qui dit est-ce que les banques virtuelles et conventionnelles ont ralenti le financement commercial présentement? Un peu, oui. À cause de la crise, dépendamment du type de commerce, dépendamment du type des nouveaux dossiers, effectivement, ça a ralenti un petit peu. Oui, c'est ça. Parfait. Si j'ai manqué quelques questions en descendant, là, tantôt ça descendait vite. J'ai juste à me les remettre, s'il vous plaît. Marc-Antoine qui dit BMO et Desjardins 1,5 variable. Fait qu'on est rendu pas mal dans le 1,5. Hey, c'est incroyable comment ça a baissé. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'ai Stéphane qui dit BMO 1,7 variable. C'est pas cher. Mon Dieu, ma banque m'a envoyé un 2,4 BNC pour une. Moi, je pense qu'il va falloir que tu ailles parler à ta banque, Jean-Luc. Je vais parler à ma banque parce que j'ai justement posé cette question-là hier pour un renouvellement d'un de mes duplex en résidentiel. Puis il m'a donné 2,4. Les gens qui êtes là, est-ce que vous pouvez marquer présentement c'est quoi le taux d'intérêt que vous payez sur un de vos immeubles? Oui, puis qu'ils mettent le type d'immeuble. Oui, c'est ça. Mettez-moi le type d'immeuble. Par exemple, si vous êtes avec un 6 logements, vous êtes à 4,2 % ou avec un 3 logements, vous êtes à 2,3 %. Vous n'avez pas besoin d'avoir refinancé. Je veux juste voir les taux d'intérêt présentement, comment ils se promènent. On a François qui dit pouvez-vous me dire la différence entre un taux fixe et variable? Qu'est-ce qui est le plus avantageux présentement? Encore là, ça dépend c'est quoi ta jette, là, mais je te dirais que le taux variable présentement est très, très, très intéressant. Puis un taux variable, ça ne te lie pas nécessairement pour un long terme. Excuse-moi, Jean-Luc. En partant, tu peux-tu expliquer c'est quoi un taux variable et un taux fixe? OK, bien. Un taux fixe, c'est un taux, dans le fond, qui est fixe, ça le dit, hein, mais pour une période selon qu'on a choisi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Okay? Fait que le taux ne bouge pas. Taux variable, dans le fond, c'est un taux qui va varier en fonction de ce qu'on appelle, dans le fond, du taux directeur du Canada, dans le fond, plus un certain spread, dans le fond, un profit que la banque se prend par-dessus. Mettons, le taux directeur est 1, la banque se prend 1 %, bien, le taux combiné est 2 %.
Puis, dépendamment de comment le taux directeur module avec le temps, dépendamment de l'économie, les autres, ils décident ça à une certaine fréquence, bien, ça va abaisser. Donc, ton taux change. Ta mensualité hypothécaire peut changer avec un taux variable. Si ça ne te fait pas dormir la nuit, de savoir que ta mensualité de 1 000 $ par mois change demain matin à 1 100, c'est peut-être mieux de prendre un taux fixe. Okay? Alors que le taux variable, lui, bien, dans le fond, théoriquement, en temps de crise, présentement, et pour stimuler l'économie, bien, le taux directeur est à son plus bas. Ce qui fait qu'on a dans bien des situations présentement des taux variables plus bas que les taux fixes. Il y a eu des études qui étaient démontrées, puis j'avais déjà lu ça, sur très longtemps, surtout pour du résidentiel, que sur 50 ans, avoir pris un taux variable était plus avantageux qu'un taux fixe. Donc, on va écouter les statistiques, je suis scientifique aussi, donc peut-être qu'effectivement c'est bon. Et là, présentement, en temps de crise, bien, si tu es capable de bien dormir la nuit, si jamais il remonte, ça peut être très intéressant parce qu'ils sont très bons, on vient de l'entendre. D'accord. Les gens continuent d'envoyer leur taux d'intérêt. J'ai Cass qui nous dit 5 logements semi-commercial, 5,29 %, 5 logements résidentiels, 4,42 %. Puis si je me rappelle bien, c'est Cassandra, il me semble que tu as acheté ça il n'y a pas longtemps, ton 5 logements. Et j'ai vu du 4,3, du 1,5, Jean-Luc. Il y a une variété. Oui. Ceux-là qui sont très élevés, appelez donc votre banque. Ça vaut peut-être la peine d'aller refinancer. Tu vois, j'ai Marianne ici qui dit 5plex 3,19 financé en décembre sans SCHL. Desjardins a refusé SCHL aux personnes dont 25 % comptant. Savez-vous ce qui pourrait motiver le refus de refuser la SCHL? La question, c'est de refuser la SCHL. Pourquoi qu'elle a été refusée en décembre avec son 5plex, Marianne? Parce que la banque n'a pas voulu aller avec la SCHL. Autrement dit, donner 15 % de mise de fonds. Ben là, il doit avoir certaines raisons. Il faudrait, habituellement, si la valeur économique est là, tout est là. Le type d'immeuble, la SCHL, sauf que c'est 5 logements et plus, va financer, mais là, je ne connais pas les raisons. Il faudrait jouer l'immeuble. Parfait. On a Gabriel qui dit qu'ils ont changé les grades de taux par rapport au taux préférentiel. Desjardins, présentement, avec un prêt de plus de 300 000 et une cote de crédit de plus de 820 et à taux préférentiel plus 0,5. Puis là, j'ai perdu le reste du commentaire. Le préférentiel est à 2,45 présentement. 2,45, OK. Amine qui dit « Mon condo est à 1,4 % TD, quadruplex 1,5 ». François qui nous dit « Merci les gars, cool ». Stéphane qui dit « Quel pourrait être le taux présentement pour du semi-commercial, 50 % commercial et 50 % résidentiel sur un bâtiment de 400 000 loué à 100 %? » Bon, écoute, je vais y donner. Premièrement, c'est ce genre d'immeuble présentement qu'on va avoir des prêteurs avec moins d'appétit. Donc, on va se faire, vu que mettons c'est un nouveau client, on a moins de potentiel de magasiner. Je vais donner une fourchette qui est plate parce que je ne connais pas le type de commerce, je ne connais pas c'est où, je ne connais pas mon investisseur, je ne connais pas la durée des baux. Voyez-vous toutes les notions qu'on a besoin en semi-commercial qui sont importantes pour établir un taux. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un taux en semi-commercial comme on a pour une maison ou un plex CHL. Il faut magasiner. Et la fourchette, présentement, peut tourner entre 3,5 et 6 pour ce genre d'immeuble-là. Tabarouette, OK. Oui, ben c'est pour ça. Il faut vraiment, vraiment regarder. Ça prend une analyse du dossier. Plus je vais avoir une analyse, plus je vais être capable de restreindre ma fourchette de taux pour te dire, ben, ça va être à peu près entre ça et ça, mais je ne peux jamais te garantir un taux. OK, parfait. Hey, on a une très bonne question de Sandra. C'est quoi le taux préférentiel? Écoute, je ne serais pas le meilleur. Là. Je ne serais pas le meilleur, je ne vais pas répondre n'importe quoi. C'est ça. Ça fait que moi aussi, j'aurais de la misère à répondre aux banques. Là, c'est dirigé par la Banque du Canada, mais comment vient le taux exactement? Oui, effectivement. Puis c'est établi, mais la définition comme telle, puis c'est vraiment une définition importante là, en langage bancaire. Fait que j'aimerais mieux. Je te reviendrai sur celle-là. Moi non plus, je ne serais pas capable, Jean-Luc. Caroline, pensez-vous que les taux vont monter après la crise? On va être en récession peut-être?
De Caroline qui pose la question. Bon. Tout va dépendre, c'est ce que j'explique, moi, je pense, depuis le début, de la durée de la crise. OK? Et si la crise dure 1 an, effectivement, ça va être tough, ça va être difficile, les primes de risque risquent d'être supplémentaires. Fait que d'après moi, écoute, j'ai pas de boule de cristal, puis bien malin peut me dire celui qui va me prédire si les taux vont monter. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très, très, très difficile. Moi, je pense que si la crise ne perdure pas longtemps, là, on voit que la Chine, c'est 2 mois, 3 mois, je pense que l'économie va s'en remettre relativement, il va y avoir des impacts, mais relativement corrects. Oui, exact. On a moi aussi, je pense que si on regarde, tantôt, il y avait un commentaire, j'ai oublié de donner, là, c'est que quand il y a eu la crise de 2008, pendant 1 an, la personne a donné le commentaire, les taux directeurs sont restés très bons pour donner une chance à l'économie de repartir. Et c'est vrai. Plus le taux va augmenter, plus la roue va avoir de la misère à décoller. Fait que selon moi, ça va rester assez stable encore pour 1 an. On a Yann qui nous dit 3,1 à 3,99 chez Desjardins pour des 4plex. C'est un prêt que j'ai eu en 2018 et 2019. Bon, 2018, c'était les prêts qui étaient quasiment, on venait de remonter quasiment un plafond. Là. Fin 2018, là, on venait de remonter un plafond. Fait que les taux qui viennent de parler sont normales, là, à peu près à ce qu'il y avait. Ça vaut peut-être la peine de renégocier ou de regarder, voir c'est quoi l'impact. J'ai Nathalie qui demande quelle banque virtuelle on peut utiliser et comment les contacter. Comment ça fonctionne pour être capable de contacter une banque virtuelle? Et il faut passer par un courtier hypothécaire. Fait que tu n'as aucun autre choix. Ce courtier, parfait, excellent. Puis il y en a combien de banques virtuelles? Je me suis tout le temps posé la question, est-ce que on les a déjà comptées ou? Ceux que j'utilise régulièrement, là, il y en a peut-être 5 ou 6, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, c'est ça. Parce qu'il y a 7 banques à Sharp, et je sais qu'il y a beaucoup de banques au total. Il y en a beaucoup qu'on utilise plus régulièrement, mais il y en a des nouvelles à tous les années. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, mettez-nous un petit pouce ou un petit cœur. On veut vous voir. On a encore plein d'infos à vous donner. Fred, ils ont suspendu leur prêt pendant 2 mois. On a dû changer de prêteur sur 2 dossiers à cause de cette situation. Il semble qu'ils veulent laisser passer la crise et évaluer la situation. C'est un commentaire. Jacques qui dit « Je regarde pour du résidentiel et j'ai une offre de RBC fixe à 2,39 fixe sur 4 ans. » Ça me semble bon pour du résidentiel. C'est excellent. Oui, c'est ça. Ouais, ça me semble très bon. Avec la SCHL, présentement, je ne sais pas si tu l'as dit, parce que j'ai lu beaucoup de questions en même temps que tu parlais. Là. La SCHL, ils ont comme mis plusieurs millions de côté pour aider les gens. Sais-tu à quoi ce bassin d'argent-là va servir? Est-ce que c'est pour les investisseurs ou c'est pour qualifier encore plus de gens à la SCHL? Dans le fond, autrement dit, tu parles du 50 milliards qui a été transféré de la SCHL. Oui. C'est effectivement, comme une aide un peu gouvernementale, mais par le biais de la SCHL, qui a été donnée pour redonner de la liquidité aux banques, pour justement leur permettre de... Ces autres aussi passent une crise là, présentement, là, ils ont moins de revenus, il faut qu'ils donnent des congés hypothécaires, donc c'est de l'argent, les entreprises en difficulté, donc c'est de la liquidité qu'ils leur ont donné pour les aider au niveau de l'économie. OK, parfait. Excellent. On a Gabriel qui dit 2,39 fixe, c'est vraiment bon. Guillaume qui me dit pourquoi aller vers une banque virtuelle, quels sont les avantages? On en a parlé là, quelques minutes, mais donne-nous donc 2 avantages principaux rapidement. Virtuel? Oui. Les taux sont, mettons, on prend un dossier CHL, les taux sont plus bas que les banques. Parfait. Ça peut jouer énormément sur votre valeur économique des immeubles. On sait qu'un taux d'intérêt a un impact direct sur la valeur économique de l'immeuble. Donc, c'est un des avantages majeurs que ça peut aider. Pour le reste... Les frais annuels, Jean-Luc. Pas de frais annuels, effectivement. Pas de frais annuels. C'est bien écouté, effectivement, pas de frais annuels. Oui, exact. Pas de frais de dossier. Après ça, on a Guillaume, on a Kevin qui nous dit 2,09 RBC résidentiel fixe 3 ans après beaucoup de négociations fin mars. Wow, 2,09. 2,09, c'est excellent. Bon, frère, tu viens de négocier avec moi, Kevin. On a Malcolm qui dit bonjour les gars, notre taux fixe
vient à échéance dans 1 an et demi. Est-ce que je peux renégocier avant? En avance. Oui, mais comme je dis, il faut valider la pénalité hypothécaire avec son prêteur. Chaque prêteur a une façon de calculer leur pénalité. Il faut valider avant. Parfait. Maxime qui repose la même question, parce que des fois, il y a un petit délai avant que les questions arrivent. Là. J'ai plus de questions. Si vous avez d'autres. Il y en est rentré 14 d'un coup. Bouge pas. Là, ça peut arriver un petit peu. Est-ce que les banques ont changé leur RCD et amortissement sur du 6 logements et moins financé à charte? Ça doit être avec une compagnie. Non, effectivement, on parle du ratio de couverture de dette ici ou du coefficient de couverture de dette. Non, et présentement, il n'y a aucun changement qui est fait pour ça au niveau même du commercial et au niveau du résidentiel. C'est toujours les mêmes. La SCHL utilise toujours les mêmes. Très bonne question de Gilles. Pourquoi ne pas prendre un taux fixe 5 ans? Dans 2 ou 3 ans, les taux risquent de remonter comme ça, on est protégé. Ça ne reviendra pas à des taux si bas que dans une crise. Ai-je raison? Bien malin, celui-là qui va prédire les taux. Je ne peux pas le dire. Écoute, je suis plate, mais j'aimerais ça. Mais je pense qu'on serait tous très riches si on était capable de prédire la bourse ou prédire ça. Mais Gilles, je pourrais répondre à la question du côté investisseur et non pas du côté courtier hypothécaire. C'est que si tu prévois refinancer dans 2 ans, 3 ans, parce que tu as amélioré l'immeuble, tu as fait quelque chose sur l'immeuble, puis tu veux ressortir ton argent, va pas prendre du 5 ans, OK? Reste sur du 2-3 ans. Mais s'il n'y a pas de possibilité d'aller ressortir ton argent sur 5 ans, go, vas-y avec 5 ans. Effectivement, c'est important de voir si l'immeuble est déjà optimisé. Est-il optimisé? Y a-t-il de la place à l'optimisation? Fait qu'effectivement, le terme va être important. J'aimerais présentement, j'achète présentement une unifamiliale. Pour moi, j'aimerais savoir si le taux hypothécaire change en étalonnant la période de remboursement de 25 ou 15 ans. Je ne pense pas là, que ça change là-dessus. Si la période de... Si, mettons, tu as l'amortissement 15 ans, tu as l'amortissement 25 ans, est-ce que ton taux d'intérêt change par rapport à la période d'amortissement? Dans le semi-commercial, ça pourrait jouer. Mais dans le résidentiel, lui, c'est une maison personnelle. Non, habituellement, il n'y aura pas de changement. Parfait. On revient avec les banques virtuelles. Je pense que c'est le sujet de la journée. Ça intéresse toujours tout le monde, ça. Jacques qui demande hey, c'est quoi les désavantages d'avoir une banque virtuelle? Là, tu nous donnes juste les avantages. Tu vends ta salade, mais tu ne donnes pas les désavantages. Ah, parce que il y a des gens qui n'étaient pas là au début du pause. Fait que dans le fond, désavantage, je vous dirais, c'est le remboursement des intérêts qui sont pour le terme de 5 ans chez un virtuel. Fait qu'il faut payer les intérêts. La pénalité, c'est ça. C'est de payer vos intérêts jusqu'à la fin. Patrick qui demande est-ce que ce live donne des UFC pour courtier immobilier ce matin? Merci les gars, très bon live ce matin. Malheureusement, non, Patrick, bien essayé. On a Danny qui dit pour le refinancement, étant donné que les taux ont diminué, va-t-on prendre encore la valeur économique ou la valeur avec le TGA du secteur? Ah, ça, c'est une bonne question. Très, très bonne question parce qu'on sait qu'on a 2 calculs de valeur économique. On a un calcul de valeur économique sur le ratio de couverture de dette des banques, donc ce qui approuve, et on a le valeur économique, ce un peu ce que l'évaluateur va reconnaître, la valeur marchande avec le TGA du secteur. La banque prête toujours sur le plus petit des deux. Okay? Donc, présentement, étant donné que les taux sont très bas, SCHL, on vient se limiter beaucoup dans plusieurs dossiers, ce qu'on ne voyait pas avant la crise, ou est-ce qu'on est limité par le TGA. Fait que oui, ça va être important de vérifier avec votre évaluateur agréé, vérifier vos comparables du secteur. C'est quoi un peu plus le TGA qu'on peut retrouver? Parfait. En passant, Jean-Luc, on a 214 personnes en ligne ce matin. Wow! C'est incroyable. Bravo, la gang. Oh. Gilles qui dit j'optimise, c'est la personne qui voulait faire un 5 ans. J'optimise en ce moment pour sortir le maximum de ma valeur de maison. Bien, si tu veux sortir le maximum, Gilles, touche pas aux 5 ans. Va-t'en sur du plus court pour aller refinancer. Danny, pour le refinancement, étant donné que les coûts non sont là. Stevie, pour se faire financer l'achat d'un 4 logements au personnel,
est-ce plus facile de passer au financement avec SCHL, proprio-occupant ou conventionnel avec des revenus d'étudiants? Je ne sais pas si c'est lui qui a des revenus d'étudiants. Attends, pour se financer. Ben, dans le fond, c'est sûr qu'il va y avoir moins de mise de fonds. S'il l'occupe, il va y avoir moins de mise de fonds à mettre. Il y a juste 10% à mettre pour un quadruplex, tu m'as dit, ou triplex? Il a dit un Bon, quadruplex. c'est quadruplex, c'est 10% comme propriétaire. S'il la jette comme en conventionnel, c'est 20%. Le taux va être meilleur à la SCHL ou Genworth, parce que Genworth est un assureur hypothécaire ou Canada Guarantee, c'est un assureur hypothécaire qui fait les 4 logements et moins. Techniquement, son taux va être plus, tu sais, mais oui, peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de critères de qualification si on va vers un prêt assuré, mais son cash down va être beaucoup moins. Parfait. On a Sandra qui pose encore une autre colle pour toi, mais je sais que tu vas être capable de la répondre, celle-là. Je vais te donner son nom après ça. Puis c'est pas moi qui fais les colles. C'est quoi le TGA, Jean-Luc? Ah, Ben, je pense que c'est des techniques qui sont très avancées, Sandra. On passe à travers dans le cours demain qu'on va faire de calcul de rentabilité. Oui. Et, donne juste la façon facile de comprendre, Jean-Luc, mais rentre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de techniques en arrière. Ben, dans le fond, le TGA, c'est vraiment dans le fond, c'est une notion de rentabilité pour les investisseurs. Plus ton TGA va être haut, plus ça démontre un immeuble qui est rentable en termes de liquidité qui rentre envers toi. Fait que ça marche en pourcentage, mais dans le fond, de la façon que c'est évalué, dans le fond, c'est un peu en fonction d'un secteur, d'une économie, en fonction de taux d'intérêt spécifique qu'on a pour ce type de même immeuble. Okay? On l'appelle le cap rate, le taux de capitalisation ou le taux global d'actualisation. Okay? Donc, c'est un taux de rendement qui va être là. Fait que quand on va regarder, dans le fond, c'est un immeuble, dans le fond, c'est un rendement qui est calculé essentiellement sur les profits de l'immeuble. Tu prends tes revenus, moins tes dépenses, qui va donner ton revenu net d'opération, et c'est ce profit-là divisé par le prix de l'immeuble qui est vendu, mettons, qui va donner le TGA. Fait qu'on va dire, mettons, on regarde des 8 logements dans un secteur, j'ai un profit divisé par son prix, un autre profit divisé par son prix, puis un autre profit. Fait que je vais peut-être avoir un 5,1 un 5,2 un 5,3 Fait que je vais faire la moyenne de tout ça, je vais dire c'est 5,2 le TGA de ça. Ça veut dire que dans mes comparables ou dans mes évaluations un quatrième immeuble que je ferais, ben, j'utiliserais ce 5,2 %-là pour dire c'est quoi à peu près ma valeur économique. Ratio vite, là, mais. 10 sur 10, Jean-Luc. Ça a très bien fonctionné. Ben, j'aurais pu sortir mon petit tableau, je viens de penser. On a Malcolm. Avec la crise actuelle, est-ce une bonne idée d'acheter un immeuble puisque plusieurs locataires demandent des arrêts de paiement? Donne tes statistiques de ton côté, puis je vais donner mes statistiques de mon côté, des arrêts de paiement, Jean-Luc. Moi, j'ai un parc de 110 logements. Dans ma collecte du 1er avril, 85 % ont payé leur loyer comme à l'habitude. J'ai 14 % qui ont pris une entente pour le mois d'avril. Donc, ils vont prendre un paiement pour le 1er avril puis un paiement pour la mi-avril, qui fonctionne un peu avec la remise en argent, dans le fond, du gouvernement là, sur le programme d'aide d'urgence. Et j'ai le même 1 % ou 2 % de locataires troubles d'habitude qui ne payent pas, comme que j'ai à tous les mois. Exact. C'est vraiment les stats habituelles. Puis ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que les services essentiels, ça représente 56 ou 60 % présentement du PIB. Fait que ça travaille. Ça me semble que c'est la statistique que j'ai lue récemment, alors qu'il y aurait 40 % de non essentiels présentement qui ne travaillent pas. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais si on regarde les demandes, ça doit être ça. Fait que moi, je trouve que ça va bien. Puis l'aide gouvernementale qui vient, ça vient répondre à la pyramide de Maslow qui a au moins 3 besoins essentiels dans la vie qu'il faut faire en premier: se loger, se nourrir et se vêtir. Bon, se vêtir, je pense que tout le monde peut réutiliser son linge. Il reste se nourrir et se loger. Moi, le 2000 $ du gouvernement qui donne par mois, théoriquement, il faut que ça serve à ça. Exact. De mon côté, Jean-Luc, j'ai 325 portes et j'ai 4 locataires qu'on a fait des ententes avec sur 325. Fait que c'est mineur. Encore, c'est excellent. C'est très, très mineur. Maxime, est-ce que c'est un bon moment pour faire des achats SCHL en considérant la crise? Oui. L'évaluation de leur côté quasi impossible. Bon point pour le refinancement. Oui. Je vais vous dire, là, présentement, la SCHL, avant la crise, même l'hiver, on avait des délais
très, très long. Là, c'est rapide à la SCHL. Les taux sont super bas, bien meilleurs qu'avant la crise. Donc, vos valeurs économiques sont plus hautes. Donc, on est capable de financer beaucoup d'immeubles à 85 % sans problème, sans que vous ayez de mise de fonds supplémentaires. Et les banques, toutes les banques en veulent du prêt SCHL présentement parce que c'est un prêt assuré, c'est un prêt pas de risque pour eux. Exact, parfait. On a Gilles qui dit, qui nous jasait de son refinancement. Il dit non, je veux me refinancer en ce moment-ci pour aller chercher le maximum de valeur, étant donné que mon échéance est le 31 mai. OK, là, on comprend, mais pose-toi la question, es-tu capable d'augmenter encore plus la valeur d'ici 5 ans? Si tu es à côté présentement, ben, vas-y avec du 5 ans. On a Magdala qui dit un quadruplex, 3 appartements rénovés, 412 000. Après l'inspection, baisse de prix de 13 000. 3 à refaire. C'est quoi? Oh, c'est 400. Revenu, est-ce un bon deal? Hey, ça donne bien. On fait justement le cours demain soir à 19h. Est-ce un bon deal? Tu l'amèneras, on va le calculer dedans. Ça prend quasiment 15-20 minutes là, avant d'être capable d'analyser tout ce qu'il y a, Magdalena. Et ce n'est pas le but aujourd'hui de commencer à faire de l'analyse de dossiers. Désolé. Robert qui me dit, j'ai reçu 1 000 $ ce matin. Ah, ça veut dire que les chèques ont commencé à rentrer. Hey, merci Robert de nous tenir au courant de ça. On a Gilles qui nous dit, dans les non essentiels, il y a des gens qui continuent à travailler de la maison, aussi même s'ils sont non essentiels. Tu as le droit de travailler de la maison, Gilles, parce que qu'est-ce que le gouvernement dit? C'est d'avoir un commerce avec les portes ouvertes pour les rassemblements. Si tu es capable de travailler de la maison, go, vas-y. Le gouvernement n'empêche pas ça. Il n'y a pas de rassemblement. Tu travailles au téléphone, sur Zoom, un peu qu'est-ce qu'on fait un matin. Jean-Luc est chez lui, moi je suis chez moi et le gouvernement n'empêche pas ça. Même il l'encourage pour que l'économie continue à rouler quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut Catalina. Est-ce qu'il y a d'autres questions présentement qui sont arrivées? Fait qu'oubliez pas, en attendant que les questions rentrent, demain, je suis avec Kevin Ellison, 350 logements qu'il gère présentement. On va regarder avec lui l'impact, qu'est-ce qu'on devrait acheter, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'il y a eu tant d'impact que ça avec la location et qu'est-ce qu'il prévoit pour les prochains mois. Vendredi, on a Maître Luc Audet qui vient vous parler de force majeure. C'est quoi une force majeure? C'est que dans certains bails, dans certains baux, dans certains contrats d'entrepreneurs, c'est marqué que si en cas de force majeure, je ne suis pas obligé de soutenir le contrat qu'on a ensemble, le contrat tombe. Mais ça, est-ce qu'une pandémie, c'est une force majeure? On voit ça vendredi avec Luc Audet. Samedi, j'ai un déménageur qui vient nous parler est-ce qu'il va réellement y avoir un bordel le 1er juillet avec tous les déménagements qui s'en viennent? Et je peux vous dire, il est super occupé de ce temps-ci, ce gars-là. Fait qu'on jase samedi de ça. Et j'ai d'autres questions qui sont rentrées. Est-ce toujours le moment de regarder pour des flips dans le futur, vu que les maisons pourront baisser peut-être? Fait que je pense me répondre à cette question-là, Jean-Luc. On a eu hier, va voir l'entrevue qu'on a eue avec Geneviève Langevin, qui est courtier immobilier. On ne s'attend pas à avoir une grosse baisse de prix. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que janvier, février, mars, là, on était en surenchère dans bien des coins au pays. Donc, quand tu es en surenchère, les prix montent. Et là, peut-être, ça va juste calmer le marché. Si ça dure 1 mois, tu ne verras pas grande différence. Si ça dure 4, 5 mois, 6 mois, la pandémie, là, il va y avoir des baisses, des vendeurs qui vont vouloir vendre. Puis, n'oublie pas que le 1er juillet, là, il y a des gens qui sont obligés de déménager. Ils n'ont pas le choix. Ils ont dit qu'ils sortaient de leur logement, de leur maison. Ils sont obligés de déménager. Ça fait que j'ai une étudiante, Nathalie, qui est à Pointe-aux-Trembles. Elle a présentement un flip rénové à vendre. Il y a 44 comparables à vendre dans le quartier. Ils sont tous non rénovés. Fait qu'elle embarque sur le marché est la seule rénovée. Selon moi, ça va fonctionner très, très bien pour elle.
Et une dernière question, il n'y en a pas d'autres, Jean-Luc, après ça. Si j'ai une compagnie Inc. à mon nom, est-ce que la compagnie peut signer un bail pour louer mon chalet à long terme qui, lui, est à mon nom personnel? On peut-tu faire une passe-passe? Si tu ne veux pas Oui, répondre, c'est correct. tant que c'est divulgué au prêteur, il n'y a aucun problème. OK, parfait. Excellent. Donc, tant que tout ce qui est divulgué au prêteur, il n'y a pas de problème. D'accord. Et on n'a pas d'autres questions. Hey, ça a été toute une belle émission, une belle entrevue qu'on a eue ensemble. Fait que, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reprend demain matin, 8 heures, même poste, on jase immobilier. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. Merci Ghislain pour l'opportunité, c'est très apprécié de Tellement, avec toi ce matin. tellement. Jean-Luc, en passant, est coach Immo Facile. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. On voit plein de cœurs arriver, là, Jean-Luc, que les gens t'envoient. Fait que, merci la gang. On se reparle demain matin, même heure, même poste. Manquez pas ça. Bye!